Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous accueillir en présentiel, en chair et en os. Très heureux également d'accueillir Mylène Coste, spécialiste en Feng Shui, avec un focus particulier aujourd'hui sur la carte énergétique de l'Alcazar. Donc, n'en ratez pas une miette, bonne écoute et bonne conférence Mylène. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Mylène Kos, je suis consultante et maître de Feng Shui traditionnel et j'ai été formée par un maître qui se trouve au Canada qui s'appelle Joseph Yu. Alors, le Feng Shui est un art qui est l'art du positionnement pour un bâtiment qui va avoir une carte énergétique par rapport à la période à laquelle elle a été construite et son orientation. Et comme nous avons la chance d'être dans un bâtiment qui a plus de 150 ans, nous allons pouvoir regarder un petit peu les cartes énergétiques qui ont été concernées par ce lieu pour voir comment ça s'est décliné dans l'histoire de l'Alcazar et comment celui-ci a été affecté par son environnement, mais aussi par les énergies du lieu. Alors, pour commencer, je vais quand même vous parler de quelques points concernant le Feng Shui, qui va être à la base une étude du Qi. Le Qi est une énergie, ce qu'on va appeler une force vitale, et le Qi se trouve en toute chose, que ce soit nous, êtres humains ou animaux, mais aussi plantes, aussi pourquoi une montagne, une rivière, tout ce qui est sur Terre finalement sous le soleil va emmagasiner une certaine quantité et qualité de Qi. Alors, l'étude du Feng Shui est une étude que nous savons qui a à peu près plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Grâce à des découvertes archéologiques, nous savons que une forme primitive existait déjà à cette époque et au cours des années, ça s'est affiné, devenu de plus en plus pointu et complexe. Alors l'étude du Feng Shui, j'aime souvent regarder ça tel un oignon. Pourquoi? Parce que ce sont des couches d'informations et ces couches d'informations vont nous donner des détails sur ce qu'on va vivre dans un bâtiment. Et chaque personne, nous allons interagir avec ce chi du lieu par rapport à notre date de naissance. Nous avons nous aussi une enveloppe énergétique qui nous permet de connecter à un lieu. Alors, tout cet art est basé sur l'observation du ciel, parce que les Chinois allaient considérer que ce que nous avons au ciel est ensuite reflété sur Terre. D'où l'intérêt d'étudier le cosmos et l'emplacement des étoiles et des planètes. Mais surtout, les Chinois vont voir le temps de manière cyclique et non comme nous en Occident de manière linéaire. C'est-à-dire que, puisque nous sommes avec des cycles, nous allons revivre certaines énergies, nous allons les rencontrer à plusieurs reprises. Et justement, ce qui est intéressant par rapport au bâtiment, c'est que l'Alcazar, quand il a été construit initialement en 1857, je crois, nous étions dans ce que nous appelions la période 9. Aujourd'hui, nous sommes en période 8 et dans moins de 3 ans, nous allons repartir dans la période 9. Donc, nous allons retourner vers une énergie que nous avons déjà vécue il y a plus de 160 ans, plus exactement. Alors, le Feng Shui, tout d'abord, on va vous dire que ça signifie vent et eau. Alors, il y a quand même un doute à savoir si cet art s'appelait vraiment de cette manière. Pourquoi? Parce que d'abord, nous n'avons pas d'écrits. Les premiers écrits sont le livre de Guaopo, qui est le livre des funérailles, qui remonte à 265 ans avant Jésus-Christ. Et c'est le livre de funérailles, donc c'est un livre qui va nous parler du Yin Feng Shui, c'est-à-dire des tombes.
on pense malgré tout qu'avant d'arriver à cet affinement de cette science, on a d'abord étudié la maison des vivants, c'est-à-dire le Yang Feng Shui. Mais dans ce livre des funéraires, on nous dit le qi chevauche le vent et il est dispersé, mais il est retenu quand il rencontre l'eau. Et cette phrase est vraiment très importante parce qu'elle nous permet de comprendre comment réagit le qi. Et une fois qu'on comprend comment il réagit, on va savoir comment interagir avec lui. Et l'importance de ce qi, ça va être de pouvoir le collecter, le recueillir pour qu'il va nous aider dans notre vie de tous les jours. Alors, le mot feng signifie vent, shui signifie eau. Alors, on n'appelait pas cet art eau et vent, mais plutôt on disait un lieu va avoir un bon feng shui. Pourquoi? Parce qu'il serait protégé du vent et qu'il y aurait de l'eau pour le recueillir le qi, bien entendu. Donc, c'est sûrement de cela que vient cette appellation Feng Shui qui s'est perdue ensuite dans le temps et on est resté avec ces mots un peu simples en quelque sorte. Donc, quand on va parler du qi, on qualifie toujours le qi de 3 manières, qui est ciel, terre et homme. Quand on parle du ciel, ça n'a aucune connotation religieuse, mais c'est uniquement une notion de temps. Le temps par rapport au temps qu'il fait, s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, mais aussi le temps dans l'espace, c'est-à-dire aujourd'hui, le 17 juin 2021, nous avons eu exactement cette même composition, cette même ADN énergétique d'il y a 60 ans, puisque nous avions exactement cette même journée en 1961. Ensuite, le qi de l'homme, c'est nous, c'est notre activité, nos décisions, notre détermination, tout ce que nous allons mettre dans notre vie au quotidien, dans notre destinée en quelque sorte. Et ensuite, le qi de la terre, ça va être les montagnes, la rivière, le lieu, l'emplacement où nous nous trouvons. Et quand on va bâtir un bâtiment, on va avoir ces 3 qi qui vont venir se consolider et qui vont créer la carte énergétique. Alors, comment ils se consolident? Eh bien, le qi du ciel, c'est par rapport à la période à laquelle on a construit. Le qi de l'homme, c'est bien entendu les ouvriers qui vont venir mettre leur énergie dans cette construction. Et pour finir, le qi de la terre, eh bien, ça va être le bâtiment, son emplacement, son orientation. Cette trilogie cosmique, on va la retrouver dans toutes les déclinaisons de la métaphysique chinoise. Si je suis dans l'astrologie chinoise, ce qu'on appelle le Bazi ou les 4 piliers de la destinée, on va parler de la même manière. Le qi du ciel, ce sera le moment de la naissance, c'est-à-dire cette première inspiration que nous prenons en tant que nourrisson qui va remplir notre corps de notre ADN énergétique. Mais le qi de la Terre sera le lieu ou le pays où nous sommes nés. Si nous sommes nés en Afrique ou si nous sommes nés en Norvège, nous n'aurons pas la même température. Donc, cela va venir influencer notre ADN énergétique. Et puis, nous n'aurions pas les mêmes parents, la même culture. Ça va également influencer notre destinée. Donc, à chaque fois, c'est toujours un amalgame de ces 3 qi qui vont être déterminants dans ce que nous allons vivre dans notre vie au quotidien. Alors, c'est pour ça que nous appelons ça cette sorte de trinité cosmique qui est vraiment l'emplacement de l'homme, là où il est, ce qu'il fait et le faire au bon moment. Souvent, j'utilise la parallèle du surfeur. Bon, je sais qu'ici, on ne surfe peut-être pas beaucoup, mais moi, je viens du côté de l'Atlantique. Et donc, il y a vraiment une notion d'être sur la vague au bon endroit, s'élancer au bon moment
Et quand on arrive à aligner ces paramètres, eh ben, on va aller le plus loin possible. Mais si on n'est pas positionné au bon endroit, si on s'élance au mauvais moment, c'est à ce moment-là qu'on peut être pris dans un rouleau, se fracasser au fond de la mer. Donc, l'ensemble de l'étude, c'est vraiment un alignement énergétique pour nous permettre de remplir notre destinée de la manière la plus performante possible. Alors, encore une fois, ce chi, on va le décliner en différentes qualités. On va avoir ce qu'on va appeler du shen chi. Le shen chi va générer la vie en quelque sorte et va générer tout ce qui est des bons sentiments, le côté positif. Il va nous apporter la chance, la prospérité, la santé également. Et quand on est dans un environnement qui génère du shen chi, on va se sentir plus heureux, plus porté par les choses. Et le shachi, c'est totalement l'inverse. Le shachi, c'est une énergie qui va être stagnante, qui va être un peu malsaine, malfaisante. On va se sentir malheureux, opprimé, et surtout, ça ne va pas nous porter, ça ne va pas nous générer un sentiment de bien-être. Et là, en l'occurrence, bon, c'est un peu flagrant ces deux images que j'ai prises, mais ça vous démontre que l'environnement extérieur de notre habitation est vraiment capital. Parce que parfois, on a des gens qui pensent que leur feng shui va se limiter à leur intérieur. Mais si, pour arriver à la porte de leur immeuble, ils doivent passer devant les poubelles, et là où se trouvent les poubelles, il y aura une énergie stagnante, une énergie négative, et qu'on va emmener avec nous, puisque le chi chevauche le vent, et nous allons le porter tel ce cheval qui chevauche. Donc, c'est vraiment très important que l'environnement extérieur, que ce soit notre lieu de travail, notre lieu de vie, soit également porteur d'une énergie positive grâce à ce Shen Chi. Et même quand nous avons des énergies, les énergies vont avoir un peu des personnalités. Et comme vous et moi, ils peuvent avoir une personnalité positive, mais aussi des côtés plus sombres, plus néfastes. Mais si il est entouré de ce qu'on appelle ce Cheng Chi, il sera d'office le côté plus favorable de sa personnalité ressortira principalement. Alors ensuite, on va avoir cette notion du yin et yang. Et le yin et yang, c'est toujours une notion de comparaison, de dualité. On ne peut jamais avoir quelque chose qui est yang si on n'a pas de quoi le comparer à quelque chose qui est plus yin. Et quand on va étudier un bâtiment, on va aussi prendre en considération est-ce que c'est un bâtiment qui a une fonction yang. Donc, par exemple, une bibliothèque où nous allons accueillir des gens du mouvement, mais personne ne va venir dormir, se reposer dans ce lieu. On va être plus concerné par les énergies yang. Et d'ailleurs, tout bâtiment professionnel, on sera essentiellement concerné par l'aspect yang, parce que les énergies yang, c'est ce qui va nous aider à travailler. Par contre, dans une maison, on sera intéressé par les deux énergies. Pourquoi? Parce qu'une maison, c'est là où on va revenir pour se ressourcer, pour se reposer, et l'énergie yin, c'est ce qui va nous permettre de remplir cette fonction pour qu'on recharge en quelque sorte nos batteries avant de repartir travailler. Mais on a également besoin d'une énergie yang à disposition parce que c'est elle qui va nous donner la niaque pour aller retravailler. Et aujourd'hui, je vous avouerai que très souvent, dans les maisons où on va m'appeler en consultation, on a souvent un problème, c'est que le yang qui se trouve là où il y a l'activité humaine, donc côté rue, on va avoir une tendance à construire des maisons très fermées. Pourquoi? Parce qu'on veut être le moins visible possible
de l'extérieur. Et du coup, on a des maisons qui sont très ouvertes sur l'arrière, où on voudrait pouvoir garder une énergie plus yin. Du coup, comme c'est très ouvert, ça devient plus yang, et ça crée une sorte de déséquilibre. Alors que l'équilibre est essentiel en toute métaphysique chinoise. Et même aujourd'hui, beaucoup de problèmes, quand on va nous parler de, par exemple, le réchauffement climatique, nous allons le retrouver, comme vous pouvez le voir, dans ce déséquilibre du yin et du yang. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop actifs. Excusez-moi. Et quand on a ce déséquilibre qui se forme, on ne prend plus le yin, n'est plus suffisamment manifesté. On va travailler, on va faire les 3-8. Les villes vont être éclairées durant la nuit. Vous avez même vous pouvez continuer à faire vos achats, que ce soit matin, midi ou soir. Donc, on devient trop actif et c'est pour ça qu'on nous parle justement de l'activité humaine qui serait responsable de ce réchauffement climatique. Mais effectivement, il y a cette notion qu'on est beaucoup trop actif. Et ce déséquilibre se situe essentiellement entre l'eau et le feu. Parce que ce sont les deux éléments dans la métaphysique chinoise où cette notion d'équilibre est très importante, parce que quand on va avoir cet équilibre sur ces deux éléments, on a une sorte d'harmonie parfaite. Pourquoi l'eau, s'il y a une dose de feu suffisante, va venir réchauffer l'eau, mais si le feu est trop important, l'eau va s'évaporer. De la même manière que si la quantité d'eau est trop importante, elle viendra éteindre le feu. Et c'est pour ça que la majorité des problèmes énergétiques liés à ce déséquilibre seront toujours entre l'eau et le feu. Alors, en Feng Shui, on a plusieurs écoles. Comme je vous expliquais, c'est ces couches d'informations, ces différentes couches d'informations. Et l'école de base, mais qui est presque la plus importante, est l'école des formes. Et dans l'école des formes, on a toujours cette image de un bon fauteuil qui va avoir un dossier solide qui sera ce qu'on appelle la tortue. Et la tortue va nous protéger dans le dos de tout ce qui pourrait nous arriver de derrière et créer une sorte de sentiment d'insécurité si cette tortue est trop faible. Alors, pour les Chinois, bien entendu, cette tortue représentait les montagnes qui les protégeaient des invasions des Mongols et des barbares qui arrivaient du nord. Et ensuite, vous avez sur la gauche ce qu'on va appeler le dragon. Le dragon va représenter, quand on va parler d'une maison par exemple, va représenter la personne la plus yang dans l'habitation. Et du côté droit, nous aurons le tigre blanc, et le tigre blanc représentera la personne la plus yin dans le couple qui habite dans la maison. Et pour finir, on a le phénix qui se situe à l'avant, et le phénix permet de retenir le chi. Donc l'image, c'est vraiment, on est protégé à l'arrière des attaques qui viennent de derrière. Les deux accoudoirs de chaque côté permettent d'orienter le chi pour qu'on ne soit pas, encore une fois, attaqué de côté, mais permet de diriger cette énergie, ce chi, vers le devant pour que nous voyions ce qui arrive vers nous. Et pour terminer, ce phénix va permettre de le retenir. Et encore une fois, c'est cette fameuse phrase de le chi chevauche le vent, donc le vent l'amène devant nous, et le phénix va servir à empêcher qu'il soit dispersé, va servir à le retenir. Parce que l'énergie yang, c'est ce qui nous aide
à gagner notre vie, à vivre mieux en quelque sorte. Et on peut facilement revoir cette image des habitants primates en quelque sorte, qui allaient dépendre de la rivière pour leur faciliter leur qualité de vie, pour leur permettre de faire, de voyager, de commercer. Et dans notre étude, on va toujours comparer les montagnes à l'énergie yin, puisque c'est ce qui nous soutient, et l'eau sera comparée à l'énergie yang, parce que c'est ce qui va nous permettre de circuler et de nous enrichir. Alors, on va ensuite avoir les 5 éléments. Et les 5 éléments, encore une fois, que nous allons retrouver dans toute la métaphysique chinoise, ces éléments, souvent il y a une confusion. Quand on va nous parler du bois, très souvent quand je vais chez des clients, ils vont me dire « Ah ben voilà, j'ai ce meuble en bois, je l'ai mis là parce qu'on m'a dit c'est le secteur de l'Est, il me faut du bois à l'Est. » Dans un meuble de bois, nous avons du bois mort, donc il n'est pas porteur de chi. L'élément du bois que nous allons nous considérer, ce mot bois est une étiquette pour décrire une énergie. Et c'est une énergie que nous allons retrouver dans un arbre. Et cet arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, il va de l'avant, il est constamment en train d'avancer et emmagasiner de la lumière, aller d'ailleurs vers la lumière. Donc, l'élément du bois est l'élément que nous allons associer à la croissance. Un arbre aussi va protéger. Il va protéger du soleil, par exemple. Donc, dans l'élément du bois, on va aussi retrouver une notion de générosité, de compassion. Et c'est aussi l'élément qui sera associé à la créativité, à la bienveillance, la compassion. Le bois est aussi associé au foie, parce que tous les 5 éléments vont être associés à un organe quand on est dans la partie de la médecine traditionnelle chinoise. Et l'organe du foie est associé à la colère. Donc cet élément, parfois quand on va avoir beaucoup de bois ou un bois trop important, il sera souvent lié à l'impatience et vraiment une notion de compétition et d'agressivité parfois même. Le feu, qui est représenté par la forme d'un triangle, est l'élément de la lumière, l'élément de la renommée, de se mettre en avant, de la joie, de l'optimisme. C'est aussi l'élément qui est associé au cœur, au fait à la circulation sanguine, au fait d'être dans la lumière, de rayonner. La Terre, qui est associée à l'élément, à la forme carrée, est l'élément de la stabilité, qui est un élément qui va apporter une sensation de sécurité, de confiance. Et c'est également un élément qui va retenir. Donc, vraiment d'ancrage, et la terre donne naissance à toute chose, donc on va aussi assimiler cet élément à la fertilité. Ensuite, le métal sera représenté par la forme ronde et c'est l'élément de la discipline, de la précision. C'est un élément très yang puisque un rond, c'est un élément qui ça roule en permanence en quelque sorte. C'est l'élément qui va être associé à tout ce qui est autorité, leadership, et de commandement, d'expertise.
Et pour finir, le cinquième, c'est l'élément de l'eau. L'élément de l'eau dont la forme est ondulée. Et l'élément de l'eau est vraiment l'élément qui est lié à une notion de sagesse, à une notion de connaissance, de communication. L'eau, comme je vous disais avant, on circule grâce à l'eau en quelque sorte. L'intuition est également liée à cet élément, l'amour, la liberté, puisque l'eau est un élément que vous ne pouvez pas retenir. Vous avez, quelle que soit l'adaptilité aussi, puisque quel que soit le contenant, l'eau va s'adapter à ce contenant. Donc, encore une fois, ces 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau, sont uniquement des étiquettes pour représenter un chi qui va avoir un certain mouvement qui va correspondre à ces étiquettes. Alors, le but ultime du Feng Shui, c'est de venir se mettre en harmonie avec notre environnement. Les Chinois n'ont jamais eu la prétention de contrôler ou de discipliner la nature. Ils vont venir s'adapter à la nature. Ils vont venir épouser les formes de cette nature, ils vont venir s'appuyer sur cette nature pour pouvoir tirer et bénéficier du chi qu'il y a dans cette nature. Et là, je vous ai mis juste quelques exemples de comment, dans ce qu'ils ont construit traditionnellement, ils ont épousé ces formes. Et de tout le temps, vous allez toujours avoir l'eau présente proche des lieux d'habitation, parce que sans eau, la prospérité devient plus difficile. Alors, je vais juste, à travers quelques exemples, vous montrer comment un bâtiment ou un monument peut influencer déjà la ville dans laquelle il va se trouver. Et là, je vous ai mis un petit peu le symbole de Paris. Et si on voulait décoder cette tour Eiffel, nous avons 2 éléments qui sont principaux dans ce monument. Le premier, c'est l'élément du bois, puisque le bois va toujours vers le haut. Donc on a cette forme allongée du bois. Mais ensuite, vous avez la tour Eiffel qui va avoir cette forme un peu triangulaire. Alors, on a du bois qui vient nourrir le feu. Paris est une ville qui est très haussmannienne. Elle est construite avec des immeubles qui vont être principalement de forme carrée en pierre de couleur beige. Donc, on a vraiment cette tour Eiffel qui va finalement nourrir par ce biais du bois qui va venir se transformer dans du feu, qui va venir nourrir la ville. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette tour Eiffel qui est l'emblème de la ville de Paris. Et Paris, ville des Lumières, parce que finalement la tour Eiffel reflète cet aspect de renommée sur la ville. La ville, elle vient nourrir en quelque sorte la ville. Ensuite, je vous ai pris Big Ben, où nous retrouvons un petit peu ces mêmes formes, c'est-à-dire qu'on a la forme allongée du bois, et la pointe de Big Ben, on retrouve encore une fois cette forme de pyramide. Et là, en l'occurrence, il est situé à côté des bâtiments qui étaient les bâtiments royaux.
Donc, on pourra considérer que finalement, Big Ben vient soutenir tout ce qui est le côté de la famille royale, la tradition de la royauté en Angleterre. Alors là, je vous ai mis l'emblème de la ville de Marseille. Alors, on retrouve les deux éléments qui vont, encore une fois, on a le bois essentiellement, avec la tour sur le devant. Et on a aussi cette partie de terre qui est le corps. Et on a, avec le dôme, on retrouve un peu de métal. Et si on voulait me donner une interprétation à comment cette église reflète sur la ville, on a donc de la terre qui vient nourrir le métal, mais le métal contrôle le bois. Comment interpréter cela? On pourrait se dire, donc on a une ville où il y a une notion de compassion, de générosité, de créativité aussi, mais qui est nourrie qui est contrôlée en quelque sorte par une notion d'appartenance, d'autorité, de règles, peut-être un savoir-vivre de Marseille. Et donc, on a en quelque sorte une créativité qui n'est pas 100% libre, parce qu'elle est complètement contrôlée par cette image d'origine, donc de fierté aussi, d'où on vient. Et je pense que dans la majorité des personnes d'ailleurs célèbres qui viennent de la ville de Marseille vont toujours rappeler d'où ils viennent. Ici, je vous ai mis le musée du Louvre. Alors le musée du Louvre, bien entendu, avant ça a été un palais, mais après, pendant de très nombreuses années, a été divisé en deux. Il y avait une partie qui était, je crois, le ministère de la Défense, et l'autre partie était un musée un peu quand même croulant, qui n'était pas très renommé, qui n'avait pas énormément de visiteurs. Et ces travaux ont été effectués dans... Je ne me rappelle plus exactement quelle était l'année, mais à partir du moment où la pyramide du Louvre a été construite, finalement, la réputation et la fréquentation du musée du Louvre n'a fait que augmenter. Et au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est le musée, on va dire c'est le cas, c'est le musée le plus visité au monde. Alors encore une fois, la forme de pyramide, vous avez les pyramides d'Égypte qui sont peut-être les bâtiments les plus renommés au monde. Là, je vous ai mis l'opéra de Sydney. L'opéra de Sydney, encore une fois, de par la forme de ces voiles, on retrouve encore une fois cette forme de triangle, donc cette forme qui est liée au feu, à la renommée. Mais on a une touche de métal, parce qu'on a aussi cette forme arrondie sur les voiles, ainsi que la couleur qui est blanche. Et là, on pourrait, encore une fois, interpréter ça dans le sens que l'opéra de Sydney est connu pour son orchestre philharmonique. Et cette renommée, finalement,
contrôle l'aspect met la lumière sur cet aspect de discipline de l'ensemble de cet orchestre et aide à ce qu'il soit connu à travers le monde, d'autant plus que là, on a vraiment l'eau qui est au pied du bâtiment, donc l'eau est la communication et va permettre à cet orchestre de faire des représentations à travers le monde. Alors ici, nous avons la porte de la bibliothèque de l'Alcazar. Et si on va l'assimiler à l'un de nos 5 éléments, nous avons de manière très claire l'élément de la terre qui est visible. Elle est visible de par la forme et de par la couleur de cette porte. Mais il y a aussi la marquise. Et dans cette marquise, on a un peu un effet strié. D'ailleurs, on l'a un petit peu aussi sur les côtés de la porte. Donc, on pourrait se dire qu'on a un peu de terre, on a aussi un peu de bois. Et avec les formes sur la marquise, quelques arabesques qui nous amènent un peu d'eau. Et au loin, quand on va voir le bâtiment, qui va être aussi à dominance gris, on va retrouver finalement 4 éléments. On pourrait se dire, donc, on part de la terre, qui est un élément donc, qui rassure, qui retient de la connaissance, de l'histoire. La terre est liée à l'élément de l'histoire, qui va venir nourrir la bibliothèque, qui est le métal, le gris, l'ensemble de gris, et qui reviendra de par les arabesques et l'aspect strié dans la communication et la connaissance avec l'élément de l'eau et ensuite l'élément du bois. Donc déjà sur l'architecture de la façade du bâtiment, nous avons vraiment ces 4 éléments qui viennent soutenir la connaissance, qui est un très bon premier point. Ensuite, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été regarder quel est un petit peu l'historique du bâtiment. Alors l'historique du bâtiment, on sait que, bien entendu que ce n'est pas ce bâtiment-ci, mais comme je vous ai expliqué au début, c'est l'orientation, l'emplacement. Donc en me basant sur l'emplacement de la bibliothèque, j'ai extrapolé sur quel était l'emplacement à l'époque quand on avait le café-concert, quand on avait le cinéma et le magasin de dépôt de meubles avant que ça ne devienne la bibliothèque. Et là, je vais introduire une deuxième école de Feng Shui, qui est l'école des étoiles volantes. Alors, c'est une couche d'information que nous allons venir rajouter aux 5 éléments. Et cette couche d'information, ce sont 9 étoiles, ce sont 9 énergies que nous reconnaissons. Et on va retrouver au niveau du bois, on retrouve 2 énergies. Alors, 2 types, une qui sera plus yang et l'autre qui sera plus yin. Et pour des questions de simplicité, on leur a donné des numéros, parce que c'est plus facile comme ça de se référer à ces énergies par ces numéros. Et le numéro 3, l'étoile 3, qui est liée au trigramme du tonnerre, est une énergie qui va être très compétitif, c'est ce bois, mais c'est un bois qui va vraiment avancer en force, qui va être donc très décisionnaire, orienté vers l'action. C'est une énergie qui correspond parfaitement à quelqu'un qui est impliqué sportivement, par exemple, ou un représentant de commerce, quelqu'un qui doit vraiment en permanence pousser pour aller de l'avant. Mais c'est une énergie qui peut être
un peu agressive, qui peut facilement aller dans la dispute, dans le conflit. Bien entendu, on retient toujours les mêmes caractéristiques du bois qui sont croissance, créativité, bienveillance, compassion. Tout ça, ça reste. Simplement que ça prend juste une autre tournure en quelque sorte. L'énergie 4, qui sera représentée par une énergie Xun, qui est liée au vent, est un bois beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. C'est une énergie qui va venir vraiment s'adapter, qui va envelopper les choses. Et c'est une énergie qui est très romantique, très académique. Tout ce qui est lié à la danse, les connaissances, la culture, les beaux-arts, va vraiment correspondre avec cette énergie. Mais c'est une énergie qui va parfois manquer de persévérance. Elle va avancer comme elle avance en douceur. Ben, si elle sent un peu de résistance, elle pause avant de repartir. Ensuite, le feu est représenté que par une seule énergie, qui est représentée par le 9. Et le 9 va avoir encore plus le côté extravagant, extraverti, le rire, mais le rire bruyant. C'est vraiment une énergie qui va vraiment pousser beaucoup à aller dans les extrêmes, parfois un peu trop enthousiaste. La Terre est la seule qui va être représentée par 3 énergies. L'énergie numéro 2, qui est une énergie très maternelle, qui est une énergie qui va vouloir nourrir, mais qui va prendre soin des uns et des autres, qui est une énergie qui est souvent liée à une profession médicale, par exemple, et c'est une énergie qui a une tendance à retenir. On l'appelle d'ailleurs la monarque de la maladie. Pourquoi ? Parce que selon comment elle est positionnée, elle va, si elle est en position yin, elle est souvent liée à la maladie, à la notion aussi de fausse couche, et en position yang, elle est également liée à la perte d'argent, parce que c'est l'argent malade. Alors c'est une énergie qui est très utile pour un cabinet médical, parce que cela signifierait qu'ils auront beaucoup de patients qui vont venir leur donner leur argent. L'énergie 5 est liée à, souvent on l'appelle l'empereur jaune, et c'est une énergie qui est assez catastrophique, qui amène souvent des désastres. Comme j'ai dit, c'est l'énergie de l'empereur, et comme l'empereur des Romains, elle lève le pouce, elle peut vous couvrir d'or, mais si elle baisse le pouce, elle peut aussi vous couper, vous trancher la gorge. Donc c'est une énergie avec laquelle on va toujours être très prudente, parce que c'est une énergie qui est très puissante. Ensuite, l'énergie de la 8 est une énergie qui est très douce, qui est très silencieuse, moralisateur. Souvent, on la représente comme un jeune moine. C'est une énergie qui est aussi une énergie commerciale, mais souvent indécise, qui peut avoir une tendance à un peu à être paresseuse. L'énergie du métal, nous avons 2 énergies, la 6 et la 7. La 6 va porter un côté plus comme une image de père, en quelque sorte. C'est vraiment l'autorité, la justice, le leadership, mais avec un sens moral très, très digne, hein. Et l'énergie de la 7 est une énergie qui est appelée la joie, qui est liée à la bouche, et qui souvent est une énergie qui va avoir peut-être une tendance à détruire, mais détruire pour reconstruire. Donc c'est une énergie de renouveau. C'est aussi une énergie sur laquelle on fait
parfois attention parce que voilà, elle a des caractéristiques liées, souvent on dit à une concubine, donc elle peut aussi introduire des mœurs un peu qu'on n'encouragerait pas, on va dire ça comme ça. Et ensuite, la dernière, qui est la une, qui est une énergie liée à l'eau, donc très sociale, la communication, encore une fois, la sagesse, le danger, mais aussi cette notion d'adaptation. Et comme je vous avais dit au début, on a cette notion de cycle, et j'avais mentionné que le théâtre avait été construit en période 9. Donc, en période 9 était une période où on allait être vraiment versé dans une sorte de joie de vivre, d'aller de l'avant, de se faire plaisir, les choses vont aller assez vite. Actuellement, nous sommes en période 8, la période 8, donc, qui est plus moralisateur, qui va être beaucoup plus orienté vers des valeurs morales, vers la famille. Et la 8 représente aussi un jeune moine, donc c'est aussi pourquoi on est dans une période où on va avoir des jeunes hommes qui vont diriger le monde. On reconnaît vraiment les traits de cette énergie que ça, dans Emmanuel Macron, par exemple. Précédemment, on était dans la période 7 qui était de 84 à 2004, où on était dans l'ère de la publicité, dans ce qu'on appelait le porno chic, dans celui qui avait parlé était celui qui avait raison. Donc, ces périodes vont vraiment venir nous influencer. Et nous passons bientôt en période 9, donc à partir de 2024, nous allons repasser dans la période 9, qui est donc une période de l'image, une période du spectacle, de la mise en lumière. C'est une énergie, la 9 est liée aux femmes, donc on va avoir beaucoup plus de femmes qu'on aura qui seront mises en avant. Alors comment tout ça s'applique quand on va regarder le café-théâtre à l'époque, donc qui a été construite en période 9. Et là, vous avez donc la carte énergétique que j'ai posée sur le plan de la bibliothèque, mais vous allez vous servir de votre imagination. Ici, j'ai une image qui remonte à 1923. C'est la première image que j'ai pu trouver de la ville de Marseille, où on voit ici le théâtre qui se situe là. Et qu'est-ce que nous avons à la porte du théâtre? Nous retrouvons l'énergie 4, qui est cette fameuse énergie qui est liée à tout ce qui est artistique, culturel. Et d'ailleurs, j'ai renoté ici en bas toutes ces caractéristiques. Et comme cette énergie se trouve à la porte d'entrée, c'est vraiment ce qui va porter le théâtre et faire sa renommée à les premières années de sa création. Immédiatement, presque on va dire qu'elle est en période de chance. Mais on a, comme on est en période 9, c'est la période 9, l'énergie 9 qui est la plus importante. L'énergie 9 est liée à l'élément du feu. Et nous la retrouvons ici, à l'arrière du bâtiment. Mais heureusement, comme on a cette cour centrale, nous avons suffisamment de place pour qu'elle s'exprime. Et on peut aussi imaginer que l'arrière du théâtre est comme une fourmilière, avec beaucoup de techniciens qui bougent, qui mettent en place les décors, les répétitions, etc. Et cela nous indique qu'on a quand même une période qui est très faste pour le théâtre. Mais
à l'arrière, comme on a ce feu qui est très dominant, on va avoir aussi tous les ans des énergies annuelles qui vont venir interagir avec cette carte énergétique. Et quand on regarde l'année et le jour même de l'incendie, le 25 juin 1873, on a à l'arrière du bâtiment, on retrouve ce 5 qui est lié à cette énergie assez néfaste. Et on est dans une combinaison où on n'a que des éléments de terre. Et quand on a beaucoup d'énergie de terre, qu'est-ce que cela fait? Cela vient apporter beaucoup de confusion. Et on pourrait se dire que ce jour-là, quand ce feu, ce fameux incendie, a dû se déclarer lié à une confusion des techniciens qui étaient en charge à ce moment-là des décors ou de la pyrotechnie qu'ils utilisaient lors du spectacle pour l'éclairage. Comme le bâtiment est complètement détruit et qu'il y a une notion de reconstruction, on va considérer qu'il y a une renaissance. Et cette renaissance se fait, on a changé de période. On se trouve dans la période 1. La période 1 est une période où on est plus concerné par une notion de sagesse, c'est plus une énergie presque philosophique. C'est aussi une énergie liée à la voix, à la communication. Donc le fait de chanter ou de ne pas s'exprimer aussi, parce qu'il y a toujours les deux facettes, communication, non-communication. Et je crois, pour ce que j'avais lu, que le théâtre était d'ailleurs à l'avant-garde de tout ce qui était les mimes. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté qu'en 1890, on renonce aux consommations dans la salle. Alors la période 2 est cette énergie qui va être très maternelle. C'est une énergie de terre qui contrôle, la terre contrôle l'eau. Donc on voit à nouveau s'exprimer cet aspect de venir contrôler la communication d'une certaine manière, peut-être pour éviter que les gens soient trop éméchés et parlent de trop dans le théâtre. Vous remarquerez également que lors de la période 1, lors de la reconstruction, on se retrouve avec l'énergie 1 qui se trouve à la porte d'entrée. Encore une fois, ça c'est une excellente configuration parce que c'est l'énergie de la sagesse, de la communication et donc ça va aider le théâtre à mettre en avant des chanteurs. J'ai noté, alors à partir de la période 2, on change un petit peu de type d'affiche et ça devient un peu plus mélangé. On a eu ces acrobates, danseurs, etc., qui ne correspondent pas vraiment à l'énergie 1, mais on retrouve au centre du bâtiment une combinaison qui n'est pas très harmonieuse et qui d'ailleurs peut aussi parler d'un lieu où peut-être il y aurait eu des accidents. Parce qu'on a cette notion de contrôle au niveau des jambes. Pourquoi? Parce que le 8 terre contrôle le bois 3. C'est une combinaison un petit peu, un peu agressive. Hein. Et on retrouve de nouveau aussi à l'arrière le 5, l'énergie de l'empereur. Donc on pourrait se dire que c'était une période un peu plus chaotique quand même pour la salle de spectacle. Mais heureusement, quand on passe en période 2, on a toujours cette énergie 2 en position yang ici, qui communique
malgré tout sur le devant. Donc c'est peut-être moins faste que la période 1, mais c'est toujours une période qui est assez porteuse pour le théâtre. Là, j'ai été vous trouver ces images historiques pour montrer comment l'environnement aussi du théâtre a également évolué. Alors la première image que j'ai pu trouver remonte à 1923 et on voit que c'est quand même assez dense autour du théâtre. Donc quelque part, c'est un peu protégé du vent, à part ici où on va avoir cette remontée ici d'énergie sur l'avenue. Là, j'ai pas noté le nom de l'avenue, je suis désolée. Et voilà, on va se dire qu'on a ces deux axes qui sont principaux pour que l'énergie arrive sur le théâtre. Donc, c'est assez canalisé, ce qui est quelque chose que nous, on aime bien. Mais là, je vous ai trouvé une image qui remonte à 1964. Et là, je pense que c'est après-guerre, il y a eu beaucoup de démolitions. Et vous voyez qu'on a tout cet endroit qui est un énorme parking. Et donc, l'air, le vent qui vient de la mer, le devant du théâtre est très exposé en quelque sorte au vent. Et j'ai retenu tout particulièrement cette photo-ci parce que vous allez voir... attendez. Non, je crois que je l'ai mise un peu plus loin. Et là, on a un changement d'activité. D'un music-hall, on est passé à un cinéma. Le cinéma, c'est vraiment l'énergie neuve, l'énergie de la lumière, du feu, qui va venir soutenir cette activité. Excusez-moi. Et là, en l'occurrence, l'énergie neuve n'a pas d'accès au bâtiment. Ça, c'est la première des choses. Mais on se trouve en période 4. La période 4, on a l'énergie 4 qui se trouve à l'arrière du bâtiment, qui encore une fois n'est pas idéal parce que l'arrière, c'est yin. Et là, on a une énergie qui est yang, qu'on voudrait avoir à l'avant. Mais malgré tout, il y a toujours la cour, c'est quand même toujours favorable, même s'il y a moins cette notion d'activité sur l'arrière, mais c'est quand même plus compliqué. Et on a, il y a la faillite. En 1966, le cinéma fait faillite et se transforme en marchand de meubles. Et ça, c'est l'image qui est la plus très importante, où on voit que finalement, avec cette démolition qui se sont produites, on a comme une flèche, on a deux flèches empoisonnées qui s'orientent directement sur la porte du théâtre. Donc, en termes de l'école des formes, le bâtiment est attaqué par les vents. En termes d'école des étoiles volantes, nous avons des énergies qui ne portent pas l'activité. Et de là, on a la faillite. Le magasin de meubles, je n'ai pas réussi à voir s'il est resté très très longtemps, mais encore une fois, énergétiquement, on n'avait pas quelque chose qui vraiment soutenait l'activité. Aujourd'hui, heureusement, on a cet immeuble qui est venu se construire dessus, qui est venu annuler cette pointe, cette flèche empoisonnée qui attaquait directement la porte du théâtre ou de la bibliothèque. Donc ça, ouf, c'est une bonne chose. On n'a plus cette configuration qui était très néfaste. Maintenant, lorsque je place la carte énergétique sur la bibliothèque, elle est construite en deux bâtiments. On a l'avant qui est la partie ouverte au public, où nous avons les livres, et nous avons la partie arrière qui est tout ce qui est administratif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux ont
la même carte énergétique, malgré qu'elles n'ont pas la même façade, puisque vous avez l'entrée de la bibliothèque d'un côté et de l'autre côté, vous avez l'entrée du côté administratif. Donc nous avons deux bâtiments bien distincts. Et parfois, ça peut créer qu'on a un petit peu comme deux énergies qui fonctionnent en même temps. C'est-à-dire comme deux bateaux qui essayent chacun de ramer dans les sens opposés. Le côté administratif, on a l'énergie qui est liée à tout ce qui est culturel, les beaux-arts, l'art, etc., ce qui est idéal pour l'administration d'une bibliothèque. Les gens vont être inspirés. Ils vont être inspirés pour amener la culture au sein de cette bibliothèque. Et du côté de la bibliothèque, on a l'énergie de la 8. Nous sommes actuellement en période 8, donc nous avons l'énergie la plus faste en façade côté bibliothèque. Ces deux points nous indiquent que nous avons quand même un lieu qui va être très porteur d'une énergie qui soutient, qui va venir soutenir tout ce qui est académique, mais il y a un manque de compréhension entre les deux bâtiments. Comme si on pourrait se dire qu'il y a une mauvaise compréhension, comme si il y a des moments où on n'arrive plus à communiquer, en quelque sorte. C'est comme si il y en a un qui a un peu traditionnel, qui va vouloir pas trop innover, rester dans tout ce qui est conventionnel, et puis de l'autre côté, une énergie qui va vouloir être peut-être plus commerciale, qui va vouloir amener l'institution de côté plus peut-être plus moderne. Il y a un manque de communication, ça c'est sûr. Maintenant, nous voyons que quand nous allons passer en période 9, qui est bientôt, nous avons toujours sur les deux bâtiments une très bonne configuration, puisque la 9 se trouve ici, encore une fois portée vers la porte d'entrée, et là, de même manière, aussi portée vers la porte d'entrée. Et des deux côtés, ça communique très bien. Ce qui veut dire que je pense que la bibliothèque, qui est une des bibliothèques la plus visitée, ou une des plus grandes de France, je crois, va continuer à aller dans cette avancée d'une renommée qui va pouvoir peut-être mieux s'établir, encore plus s'établir plutôt, à travers la France. Voilà ce qui est pour les cartes énergétiques des étoiles volantes, qui nous racontent beaucoup de choses sur comment on va venir travailler et ce qui va inspirer les gens qui vont venir dans ces lieux. Voilà. Oui, je disais, le Feng Shui est une pratique un peu magique. Quel chemin de vie vous a amené à pratiquer cette pratique-là, en fait? Alors, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger en Inde, où je travaillais dans le textile et je recevais des stylistes qui arrivaient de Hong Kong ou de Shanghai. Et une fois, on m'a ramené un coffret Feng Shui que j'avais installé sur ma bibliothèque en me disant, ça ne m'inspirait pas énormément. Et un jour, j'ai eu un souci professionnel énorme, quelque chose qui a créé, c'était comme un énorme ballon d'intensité de problématiques. Et par désespoir de cause, j'ai cherché dans ce livre, je me suis dit si je trouve une solution. Et j'ai trouvé quelque chose, j'ai mis un objet dans mon bureau et toute l'intensité du problème était retombée comme ce ballon qui se dégonflait.
Et je me suis dit, bon, bah, c'est un placebo, j'ai fait quelque chose, donc je me suis raisonnée comme ça. Et peut-être 3 semaines plus tard, je me retrouve de nouveau dans exactement la même situation, la même intensité, et je vais regarder là où j'ai mis l'objet, et plus rien, il avait disparu. Alors je demande le lendemain à la femme de ménage, elle me dit, ah oui, effectivement, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça par terre, je l'ai jeté. Je l'ai remis, et à nouveau, tout est retombé. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose, ça m'a intriguée. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire beaucoup d'ouvrages. Et au fur et à mesure que je lisais les ouvrages, je trouvais qu'un disait blanc-bleu, le troisième disait quelque chose de complètement différent. Et c'est pour ça que je me suis dit, si je voulais apprendre, vraiment apprendre, il fallait que je trouve un maître, et un maître chinois qui allait comprendre les textes chinois. Voilà. D'accord, passionnant. Peut-être que Adrien va poser sa petite question. Bonjour, merci pour votre conférence. Vous avez parlé de la symbolique de plusieurs animaux mythiques et non mythiques, le tigre blanc, le dragon, la tortue et le phénix. Oui. Et je souhaiterais savoir d'où vient la symbolique de ces animaux. D'accord. Mais initialement, c'était surtout par rapport à des vents. Des vents du nord qui venaient de Mongolie et les envahisseurs mongols qui, donc, traditionnellement, on allait venir construire ou s'installer, ces peuplades s'installer avec une montagne au nord pour les protéger de ce potentiel d'attaque. Et puis, par la suite, uniquement on va dire peut-être d'une vie primitive, comment ils ont vu que finalement, s'ils étaient protégés du vent, ils pouvaient se sédentariser mieux. S'il y avait de l'eau qui venait et qui était retenue par ce phénix, et ben, ça leur permettait aussi d'améliorer leur qualité de vie, etc. Donc cette symbolique part vraiment de là. Et initialement, plutôt traditionnellement, les maisons en Chine se construisaient toutes avec la façade au sud. Okay, du coup, je rebondis sur ce que vous dites. Et je me dis, est-ce que les Chinois, avec le Feng Shui, sont-ils un peuple plus heureux que d'autres? Alors, le Feng Shui, pendant la révolution culturelle et Mao, il a complètement interdit la pratique du Feng Shui. Et donc, tous les maîtres de Feng Shui se sont ou enfuis vers Hong Kong ou même en Malaisie, ou se sont un petit peu enterrés. Donc, c'était quelque chose qui était interdit et on ne pratiquait pas ouvertement le feng shui. Au jour d'aujourd'hui, ça change. Vous ne pourrez jamais vendre un appartement à un Chinois si une étude feng shui n'a pas été faite au préalable. Parce que traditionnellement, ils le savent que ça affecte énormément leur qualité de vie. Donc au jour d'aujourd'hui, même en Chine, même si ça ne se dit pas, ils l'appliquent. D'accord. Oui. Et pour terminer par une question un peu taquine, est-ce que le Feng Shui est une philosophie pour vous ou une science? Pour moi, c'est personnel pour vous. Oui, pour moi, c'est de la métaphysique, donc c'est une science. Mais comme toute métaphysique, le problème, c'est qu'on ne peut pas la prouver de la même méthodologie qu'une science, parce qu'on ne peut pas refaire la même expérience à chaque fois. Pourquoi chaque maison, même si on construit une maison phénix qu'on va construire 50 fois, son environnement sera à chaque fois différent, son orientation sera peut-être différente, les gens qui vont y vivre sera également différente, et aussi, peut-être parce que je l'ai peut-être pas suffisamment mentionné, c'est que nous avons à disposition des énergies, mais tout va dépendre aussi de nous,
comment nous allons utiliser une énergie. J'ai parlé de ce bâtiment, ce 4. Si on utilise cette énergie pour être, pour un côté culturel, elle nous aidera. Mais si on l'utilise pour être romantique, on deviendra romantique aussi. Donc tout dépend comment on utilise aussi l'énergie que nous avons à disposition. D'accord. Écoutez, merci Mylène. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Merci et à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Merci à la bibliothèque.